Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors nous sommes très heureux de continuer cette nouvelle saison de French Press avec Thomas Porcher, en partenariat avec le Consulat de France à Chicago. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Bienvenue dans notre émission, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie de l'Université Panthéon-Sorbonne, professeur associé à la Perry School of Business et membre du collectif Les économistes atterrés depuis 2016. Vous êtes l'auteur de 16 ouvrages, parmi lesquels Traité d'économie hérétique, paru en 2018 et vendu à plus de 50 000 exemplaires en France, et traduit également en italien, en espagnol et en japonais, ainsi que Les délaissés et mon dictionnaire d'économie. Votre carrière académique vous a conduit à enseigner l'économie et la géopolitique de l'énergie à Paris-Dauphine, les théories économiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que l'économie internationale et la modélisation financière à Paris Descartes. Vous avez également participé à des groupes d'experts sur la transition énergétique auprès du ministère de l'écologie, notamment dans le cadre des missions confiées à Corinne Lepage et Ségolène Royala. Vous êtes par ailleurs une voix familière des médias, intervenant régulier dans C'est dans l'air, chroniqueur sur LCI, dans Technicart avec Le Point Porcher. Vous intervenez également sur France Inter chaque vendredi matin face à Dominique Seux. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir dans French Press pour discuter de votre récit, paru cette année aux éditions Stock et intitulé Le Vacataire. Alors pour commencer cette discussion, je souhaiterais commencer notre entretien par une question sur le parti pris narratif de votre texte, qui consiste à raconter une journée unique dans la vie d'un vacataire. Alors quand j'ai découvert votre texte, la première référence que j'ai eue à l'esprit, c'est celle du récit d'Alexandre Solzhenitsyn dans Une journée d'Ivan Denisovitch, roman qui suit le prisonnier d'un goulag au cours d'une journée de détention. Pourquoi avoir choisi de consacrer la narration à une journée unique plutôt que d'aborder, par exemple, la condition des vacataires dans une succession de chapitres thématiques ? En quoi cette approche narrative vous a-t-elle permis d'approcher au plus près du vécu intime de cette situation professionnelle ? Alors, je trouvais que c'était bien de mettre une journée parce que ça permettait en fait de montrer quel était le rythme de la journée d'un travailleur précaire. Euh, il y avait le film de Ken Loach où on voyait la journée d'un chauffeur, d'un livreur, un livreur Uber qui livrait des livraisons à droite et à gauche pendant toute une journée. Et moi, je me suis dit, dans la précarité, quand on voit une journée, l'étendue que ça a, les différents endroits où l'on va, ben, je trouvais que ça parlait beaucoup plus. Et surtout que tout au long de cette journée, on peut faire des flashbacks sur des interrogations qui se sont passées au moment de la thèse, qui se sont passées dans le choix des postes, qui se sont passées dans dans le couple. Et donc, je trouvais que la journée rythmait bien les choses pour montrer que la précarité vous place sous tension pendant toute une journée et qu'en même temps, avec cette journée, on pouvait faire des allers-retours dans le passé. Donc, je trouvais ça intéressant de le faire de cette façon-là. Et est-ce que c'était difficile d'une certaine manière pour vous, d'un point de vue narratif, d'un point de vue d'écriture? Parce que comme j'ai eu l'occasion de le remarquer dans notre petite introduction, vous êtes un économiste, c'est vraiment votre domaine, c'est davantage l'économie, les marchés, comme vous avez eu l'occasion de le dire. Mais dans quelle mesure cette nouvelle approche d'écriture a-t-elle été une nouveauté difficile peut-être dans votre travail? Ça a été très compliqué de parler à la première personne, comme vous le dites. En fait, la collection en immersion, qui est une collection de stock et de philosophie magazine éditeur, dans cette collection en immersion, quand on me l'a présenté, mes éditeurs me l'ont présenté, ils m'ont dit, voilà, il faut que tu parles à la première personne. Et tous les textes qui sont sortis dans cette collection-là parlent à la première personne. Donc c'était un peu compliqué pour moi de dire je, parce qu'en économie, on le dit assez rarement, on décrit des phénomènes extérieurs. Là, il fallait dire je, et il fallait impliquer du personnel. Il fallait impliquer, vous savez, la figure de l'économiste expert doit être une figure d'homme sûr de lui, qui annonce des choses avec une assurance, qui connaît la science économique dont il parle dans les médias. Et là, en fait, en disant je et en expliquant des incertitudes qu'on a eues sur son parcours, on sort un peu du rôle d'expert qui va donner la leçon dans les médias. Et donc, c'était un petit peu compliqué de s'exposer de cette manière-là. Mais en même temps, si on fait ce livre-là où on parle à la première personne, on ne peut pas le faire à moitié. Il faut aller au bout des choses et dire vraiment ce qu'on a ressenti, les fragilités qu'on a eues, les faiblesses que l'on a,
les embûches qu'on a eues dans son parcours. Et voilà, si on le fait, on ne peut pas le faire à moitié. Moi, j'ai essayé de le faire en entier, mais c'est vrai que c'est pas évident de s'exposer. C'est pas du tout évident. Les romanciers arrivent à le faire indirectement en utilisant le roman et en racontant une histoire qui vont dire romancer, mais en arrivant à y mettre vraiment de leur trip dedans. Ceux ceux qui racontent des histoires autobiographiques arrivent à le faire, des récits, mais en économie, en essai, on fait rarement ça. Donc là, ça a été un exercice très difficile quand même. Un exercice nouveau dans votre carrière. Alors, parlons un petit peu, si vous voulez bien, des mécanismes de domination au sein de l'université française, parce que c'est véritablement de ces mécanismes dont il est question dans le texte, mécanismes que vous montrez justement véritablement de l'intérieur, non seulement parce que celui que vous avez été les a contemplés, mais d'une certaine manière les a ressentis dans sa chair, on a envie de dire vraiment l'impact sur le rythme de vie, sur la nutrition, sur les relations interpersonnelles, les relations de couple en particulier. Alors quels sont-ils, d'après vous, ces mécanismes de domination et de quelle manière se manifestent-ils dans le texte? Je pense que dans tous les boulots que l'on a, on peut avoir des dominations plus ou moins fortes. Là, ce qui est très difficile, c'est que on est dans une institution, l'université, qui a besoin de vous, qui vous donne des cours parce il y a des manques de personnel, mais qui ne vous donne pas un statut, qui vous donne un statut précaire. C'est-à-dire, rappelons-le, hein, quand vous donnez des cours à la fac, vous êtes un vacataire, vous signez un contrat pour 18 heures de TD ou 2, 3 autres TD dans la même matière, et vous en signez comme ça plusieurs. Moi, je signe jusqu'à une vingtaine par an. Et vous donnez des heures de cours quasiment, moi, je donnais une trentaine à quarantaine d'heures de cours par semaine. Et vous voyez, donc il y avait des vrais besoins. Et en même temps, j'étais payé tous les 6 mois au lance-pierre, tous les 6 mois dans le meilleur des cas, hein, au lance-pierre. Donc c'est assez compliqué. Donc vous êtes dans une institution qui a besoin de vous, vous enseignez à la Sorbonne ou ailleurs dans des institutions très prestigieuses, vous avez un doctorat, et en même temps, ben, vous êtes payé tous les 6 mois, vous n'avez pas d'assurance chômage, vous n'avez pas de CDI, vous signez des CDD dans tous les sens. Donc vous êtes dans une forme de précarité. Et ça, c'est très compliqué. Parce que sans statut, en fait, on n'a pas de statut social, on n'est pas grand-chose. Moi, j'avais l'impression, et je le dis d'être ce qu'on appelle un bouche-court. Je bouchais les trous qu'il y avait où je donnais des cours et j'étais en fait une variable d'ajustement. Et c'est assez difficile. On ne s'attend pas à vivre ça quand on a fait 8 ans d'études. Surtout quand on a fait un doctorat, on est sûr qu'on ne va pas gagner des sommes hallucinantes, mais on pense qu'on va avoir le droit au moins à un emploi protégé. Et on arrive là-dedans et on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et en fait, pourquoi c'est compliqué? C'est ce que je dis à la fin. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas eu assez de création de postes par rapport aux besoins. On a voulu que toute une génération ait le bac, toute une génération fasse des études, et en même temps, en face, on n'a pas mis les postes. Et donc, c'est un volet de précarité, les chargés de TD, les vacataires, qui a assuré et qui a maintenu l'université en place. Oui, et on peut même dire qu'il continue à assurer, qu'il continue à maintenir. C'est toujours une réalité très contemporaine, mais si pour vous elle est dans le passé, c'est un système qui peut-être continue plus que jamais à assurer sa survie de la sorte, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais, c'est même encore pire. En fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que moi, je suis plus vacataire depuis 2011 maintenant. Donc, je suis plus vacataire depuis pratiquement 15 ans, on va dire, allez, grosso modo. J'ai été vacataire entre 2006 et 2011. Mais en 2023, pour la première fois, des vacataires de plusieurs universités, hein, plus d'une dizaine d'universités en France, ont refusé de rendre les notes. Ils ont pris les notes en otage et ils ont dit on ne rend pas les notes tant qu'on n'est pas mensualisé. C'est ce qu'ils ont demandé, d'être payé tous les mois, pas d'être mieux payé, alors que l'heure de télé n'a pas augmenté depuis 25 ans. Pas d'être mieux payé, mais de juste être mensualisé. Et là, c'est la première fois, moi, que j'ai vu les vacataires qui établissaient un rapport de force avec l'institution et avec les statutaires pour dire on n'en peut plus. Et puis, pour qu'ils se mettent en place ce rapport de force, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient majoritaires. Ils étaient majoritaires en termes, voilà, ils représentent 2 tiers des effectifs, donc ils étaient majoritaires. À mon époque, jamais on aurait pu mettre en place un rapport de force de la sorte parce que il y a une partie des vacataires qui ont peur, qui attendent un poste, qui se disent on va pas faire de vagues, et puis il y a une autre partie qui était pas assez, on va dire, remontée pour le faire. Donc là, pour qu'ils puissent mettre en place ce rapport de force, c'est que la situation par rapport à la mienne s'est aggravée encore aujourd'hui. Oui, peut-être qu'aussi, est-ce qu'il n'y a pas de la part des vacataires une forme d'internalisation du sentiment d'infériorité hiérarchique et sociale, voire même malheureusement personnelle, qui justement fait obstacle à l'organisation collective? Est-ce que c'est pas de ça, malheureusement, dont il est question? Mais bien sûr, c'est exactement ça. En fait,
Ce sentiment arrive déjà au moment des thèses. C'est-à-dire que vous avez, en fait, et moi je le dis, hein, j'étais ce qu'on appelle un étudiant très moyen. Un étudiant moyen, c'est bien. Voilà, bon, j'ai quand même fini dans les meilleurs de mon master, mais j'ai pas eu l'allocation de recherche, j'ai fait une thèse. Donc j'étais ce qu'on appelle un étudiant vraiment moyen, mais j'ai quand même eu mon doctorat, j'avais quand même des bons résultats. Et en fait, euh, si l'université n'avait pas eu besoin de moi, très bien, mais l'université avait besoin de moi. C'est ça c'est-à-dire bien sûr qu'il y avait des doctorants qui avaient plus de diplômes, qui avaient fait des grandes écoles comme Normal Sup, etc., et qui arrivaient en haut du panier et qui, eux, avaient des postes plus rapidement. Mais parfois, ils avaient des temps d'attente. Même ceux-là avaient des temps d'attente parfois de 2 ans avant d'avoir un poste. Mais ils avaient des postes plus rapidement. Et vous, vous arrivez derrière, et donc vous intériorisez déjà le fait que vous êtes un docteur de seconde zone. Et puis petit à petit, avec les vacations, vous devenez un docteur hors zone, c'est-à-dire que plus vous donnez des vacations, plus vous vous éloignez du poste, parce que moins vous avez le temps de faire de la recherche, et plus en fait vous êtes dans une dynamique où vous pensez à vos fins de mois. Voilà. Et donc vous êtes dans ce que j'ai appelé la trappe à précarité, quoi, la trappe à vacation. C'est fini, quoi. Vous n'aurez plus de poste et vous devez donner. Et je connais des vacataires qui font ça depuis 15 ans parfois, qui ont des doctorats, qui font ça depuis 15 ans, qui donnent des cours dans 3, 4 institutions. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai rencontré un prof dans une école de commerce qui a 69 ans et qui, lui, est encore vacataire et qui m'a dit, c'est pas possible, je donne encore. Il a eu une brève, on va dire, un bref contrat en CDI pendant 6 ans dans sa vie, il a eu grâce à un poste de prof associé, et puis après, c'était fini. Il est encore vacataire, donc ça concerne énormément de monde. Alors, une des choses que j'ai trouvé particulièrement réussies dans votre texte sont les moments de vulnérabilité qui le jalonnent. En effet, par exemple, il y a dans votre texte ce chapitre intitulé Michel, où vous évoquez la manière dont vous avez vous-même perpétué ces mécanismes de domination que vous aviez intériorisés en les infligeant à autrui, en l'occurrence à un collègue situé plus bas sur l'échelle sociale dans la hiérarchie professionnelle. Pour quelle raison avoir pris le parti de révéler ce dont le dévoilement n'était peut-être pas à votre avantage? Parce qu'on reproduit toujours une forme de violence qui s'est produite sur nous. Et effectivement, elle n'est pas du tout à mon avantage, hein. Pas du tout. Mais il y a une telle hiérarchie à l'université, avec les diplômes que vous avez dès le début. As-tu fait une prépa? As-tu fait Normal Sup? Euh, Quel master tu as fait? Quel est ton directeur de thèse? As-tu eu l'allocation de recherche? As-tu le postdataire? Qu'il y a une hiérarchie qui détermine très rapidement si vous avez une chance, un avenir ou si vous n'en avez pas. Voilà. Et ça, vous la retrouvez partout. Je l'explique bien dans le livre, vous la retrouvez dans les séminaires. Vous avez la doctorant ou le doctorant du prof qui a une puissance et qui peut vous trouver un poste, qui a fait Normal Sup comme l'élève qui a fait Normal Sup et qui, lui, dans un séminaire, dans une réunion, va être mieux traité que vous, qui avez fait que l'université. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va présenter un papier qui va être intéressant, mais qui va être toujours beaucoup plus intéressant que le vôtre. Donc, vous intériorisez comme ça, vous vivez très clairement un classement des hiérarchies avec des gens qui ont, entre guillemets, ben, comment vous dire, tous les atouts et d'autres qui en ont moins. Et donc, ce que vous faites après, souvent, ben, c'est que vous pouvez répéter ça avec d'autres collègues. Comme je le dis, moi, j'étais vacataire, mais dans les vacataires, j'étais le haut du panier puisque j'avais un doctorat. Il y avait des vacataires qui étaient des profs de lycée et qui parfois, sur des modélisations, des mathématiques, avaient un peu plus de mal que quelqu'un qui était docteur. Et là, vous aviez une position supérieure, donc vous répétiez ce que vous subissiez dans les séminaires, ce qui était parfaitement idiot, parce qu'en réalité, on avait tous le même statut. Mais vous savez, je pense que dans tous les endroits où il y a de moins en moins de moyens, ce qui est le cas à l'université française, où il y a de moins en moins de moyens, ce qu'il reste, c'est les statuts. Ce qui reste, c'est le statut. Est-ce que vous êtes professeur des universités? Est-ce que vous êtes ci? Est-ce que vous êtes ça? Est-ce que vous êtes docteur? Est-ce que vous n'êtes pas docteur? Il reste ça. Et moi, j'étais dans cet univers, j'étais au bas de l'échelle, j'étais vacataire, j'étais le plus précaire, mais j'avais mon titre de doctorat et je m'accrochais à ce titre comme un fou. Et après coup, 10 ans après, quand je repense à ça, c'est parfaitement idiot. Oui, mais très, très humain, très, très compréhensible néanmoins.
fondamentalement, j'ai l'impression que c'est ce que vous décrivez, ces relations de pouvoir, cette intériorisation d'une hiérarchie sociale, ça se voit, je dirais, à fortiori dans le monde universitaire, mais c'est au fond très représentatif de la manière dont la France fonctionne en général. Ma théorie personnelle, qui n'est pas une théorie d'une très grande originalité, mais je vous la soumets néanmoins, c'est que la France n'a jamais véritablement fini sa révolution. L'abolition des privilèges en août 1789, finalement, on est toujours dans ce processus d'abolition de privilèges qui se sont perpétués sous d'autres atours, avec notamment les grandes écoles, dont, d'une manière assez surprenante, les élèves appartiennent à très forte proportion aux catégories sociales privilégiées, avec des parents qui ont également fait les grandes écoles en question. Est-ce que la France est malade d'une révolution qu'en fait elle n'a réellement jamais achevée? Écoutez, je partage complètement votre propos, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, quand on a fait une grande école, à vie, on vous le répète et on vous le dit qu'on a fait cette grande école. Vous avez fait l'ENA, vous avez fait HEC, à vie, vous êtes classé, mais depuis l'âge de 20 ans, comme l'élite et celui qui va réussir, et qui a, quelle que soit finalement la situation, hein, c'est-à-dire que même à la tête d'une boîte, si la boîte a coulé, il aura eu quand même raison. Voilà, vous comprenez? Et que ce soit et à tous les niveaux. Donc on est dans ce système-là. Et effectivement, l'université, quelque part, elle reproduit très clairement ce système-là. Et il y a probablement dans votre analyse du vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait complètement notre évolution là-dessus. On reste quand même dans les diplômes, sur des castes. Voilà. Sur des castes, sur des hiérarchies, tout de suite, que l'on classe très rapidement après 3 échanges avec une personne. Et c'est assez problématique, je trouve. C'est assez problématique. Après, moi, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas fait une grande école. Peut-être que si j'avais fait une grande école, j'aurais vécu les choses différemment. Mais c'est vrai que quand vous faites une grande école et qu'on vous dit que tout de suite vous êtes l'élite, vous pouvez dès 20 ans vous poser des questions comme quel peut être mon apport au monde, qu'est-ce que je peux étudier pour changer le monde. Vous voyez, quand on interroge souvent des grands économistes sur leur jeunesse, eh ben, c'est ce type de questions qui se posaient. Quand on est à la fac, on est un petit peu dans la masse, on ne se pose pas ce type de questions. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui doivent travailler à côté. Il y a beaucoup d'étudiants qui espèrent trouver un job et qui ne savent pas trop comment faire, mais on ne se pose jamais de la question de l'apport qu'on pourrait avoir sur la société. On est plutôt dans une question de valider nos partiels le plus rapidement possible et de s'en sortir. Ce qui crée, dès l'âge de 20 ans, sur l'avenir, la façon de voir l'avenir, une énorme différence entre un étudiant moyen de fac, même qui peut devenir bon après, mais moyen au départ, et un étudiant qui a fait une grande école où tout de suite, il a un statut supérieur. Alors, il y a quelques instants, vous faisiez référence à cette ébauche d'organisation collective de vacataires qui refusaient, n'est-ce pas, de rendre les notes. Je vais vous demander quels sont plus généralement les obstacles institutionnels et politiques à une prise de conscience collective qui permettrait une émancipation des vacataires. Comment les surmonter? Et avez-vous, par-delà l'exemple que vous citiez tout à l'heure, observé des changements dans cette direction depuis vos propres années de vacataire? Non, il n'y a pas eu de changement, parce que le vrai changement, ce serait quoi? Ce serait de se dire, le vrai changement, alors il y a les changements cosmétiques et le vrai changement. Le vrai changement, c'est de se dire que quelqu'un qui va donner un certain nombre d'heures de cours pendant un certain nombre d'années doit être qualifié dans un CDI. Voilà. Ou un poste de fonctionnaire, ou créer un poste intermédiaire, ce que vous voulez, maître assistant, maître de conférence, assistant, mais on doit requalifier. Au-delà d'un certain nombre d'heures, d'un certain nombre de temps, on doit trouver un statut. On ne peut pas faire tout le temps des contrats comme ça de vacation de 18 heures à quelqu'un pendant 3, 4, 5, 6 ans. C'est pas possible, ça. Je crois même que c'est interdit par le droit. Vous voyez, donc ça c'est la solution qu'il faudrait trouver pour tout le monde. Au-delà d'un certain nombre d'heures, sur un certain nombre d'années, on transforme ça en CDI et voilà. La personne est payée pendant les vacances scolaires, etc. L'autre chose, les améliorations, mais qui devraient être normales, qui sont des améliorations cosmétiques, c'est mensualisation des salaires. Elle n'a toujours pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu à mon époque, elle n'a pas eu lieu malgré les revendications des profs. Et après, quelque part aussi, revalorisation de l'heure de cours, qui n'a pas été revalorisée depuis 25 ans, qui est une heure qui est très mal payée aujourd'hui. Pour des gens on est à 35, allez, un peu plus autour de 40 euros de l'heure, pour des gens qui ont fait des années d'études à l'université, quel que soit le niveau, en master, en deuxième, troisième année, c'est pas possible ça. Et ça n'a toujours pas été fait. Donc on voit bien que la création de poste, elle n'est pas là, la création d'un statut n'est pas là,
Et l'amélioration du statut comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire les retards de paiement qu'on mensualiserait, n'est toujours pas là. Donc, force est de constater qu'on est toujours dans la même dynamique, quoi, de ce volant de flexibilité qui tient l'université et pour qui il n'y a pas beaucoup d'amélioration. C'est quand même très, très surprenant, je vais dire, notamment depuis notre point de vue un petit peu extérieur qui est le nôtre ici à French Press ou depuis les États-Unis. On voit quand même la population française assez encline à s'organiser, à manifester, souvent pour réclamer des droits absolument légitimes. Comment se fait-il finalement cette catégorie professionnelle qui a autant d'importance et qui a des motifs, comme vous le montez vraiment très bien, vraiment dans le corps de celui que vous avez été, la fatigue, le stress permanent. Comment se fait-il vraiment que cette organisation collective ne se fait pas? Que ces mouvements de grève ne se généralisent pas alors que d'autres catégories professionnelles y parviennent finalement pour revendiquer les droits qui leur reviennent. Parce qu'il y a plusieurs types de vacataires. Et je vais vous dire, il y a deux choses. Il y a plusieurs types de vacataires et il y a aussi une partie des vacataires qui a peur pour son avenir. C'est-à-dire que vous avez des vacataires qui sont des docteurs, comme moi, qui peuvent avoir un poste un jour. Ceux-là, ils ont peur de faire des vagues et que ça nuise à leur carrière. Parce que quand vous avez un poste de maître de conférence, vous passez un entretien, vous avez un dossier, mais un entretien oral devant des professeurs qui valident ou non voilà, votre poste en fonction des postes qui sont disponibles. Avec une forte concurrence. Parfois, vous avez un poste et vous avez une centaine de gens qui déposent des dossiers. Donc, vous ne voulez pas faire de vagues. Vous vous dites, mon tour viendra, ça prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais mon tour viendra, mais je ne veux pas me faire d'ennemis. Ça, c'est la partie, on va dire, la pointe, la partie de ceux qui sont docteurs et qui peuvent devenir profs. Et puis après, vous avez une partie de gens qui donnent des TD, qui n'ont pas de doctorat et qui sont profs de lycée, qui font des heures supplémentaires. Eux ne veulent pas la même chose que vous, ils ne veulent pas un poste, ils veulent juste une mensualisation, une revalorisation du travail. Donc vous avez comme ça différents types de précaires, de vacataires, qui fait les gens n'arrivent pas à parler d'une seule voix. Et puis après, il y a quand même la crainte, la crainte. Parce qu'il y a eu dans l'histoire des fois où les vacataires sont montés au créneau. Et Mitterrand, par exemple, a donné un statut aux vacataires. Quand il a été élu, il a dit, bon, on va donner un statut à des vacataires qui ont fait un certain nombre d'heures, un certain nombre d'années. Donc des fois, dans les années 70, autre période où probablement les mobilisations étaient plus fortes, les vacataires sont montés au créneau pour avoir des postes. Aujourd'hui, les volontés différentes, la division aussi un peu hiérarchique des diplômes, hein, comme tu l'as dit dans la question avant, ont fait qu'ils n'arrivent pas à parler d'une seule voix. Et comme ils n'arrivent pas à parler d'une seule voix, ils ne se font pas entendre. C'est à se demander si ce ne serait pas le rôle des titulaires, des plus favorisés par ce système universitaire français. Ça ne serait pas à eux de prendre le parti des plus précaires parmi leurs collègues. C'est exactement ça, en fait. En fait, souvent, quand il y a eu, par exemple, le collectif Sauvons la recherche, beaucoup de précaires se sont dit, mais où sommes-nous? Là, on parle beaucoup des dotations qu'il faudrait pour la recherche, de la manière dont il faudrait faire la recherche, mais où vous nous classez, nous? On est des vacataires, mais on est aussi des chercheurs quelque part. Et la preuve en est, c'est que moi, dès que j'ai eu un statut, j'ai fait de la recherche. C'est-à-dire, j'ai publié dans des revues anglo-saxonnes, etc. Quand je n'avais pas de statut, je n'avais pas le temps de le faire. Donc, beaucoup de fois, les vacataires ont été les laissés pour compte, en fait, des mobilisations des statutaires. Mais les statutaires ont leurs problèmes à eux aussi. Ils ont des problèmes de budget, de financement, ils ont plein de problèmes. Ils ont parfois des problèmes pour faire vivre leur labo, etc. Donc, en fait, chaque type de professeur a en fait ses problématiques. Et le maître de conf va être aussi professeur, donc il ne faut pas faire trop de vagues, et ainsi de suite. Donc, en réalité, plutôt que de parler, c'est ça qu'il aurait fallu faire. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans un chapitre. Je dis, dans ce chapitre où je vais donner des cours dans l'Institut des travailleurs sociaux. Et là, je me rends compte que les étudiants dans l'Institut des travailleurs sociaux sont extrêmement unis entre eux. Parce qu'un jour, je voulais avantager, vous en souvenez, je le raconte, là, je prends 1 minute pour le raconter, mais je voulais avantager 3 étudiants qui étaient restés en cours. Le dernier cours, tous les autres étudiants n'étaient pas venus en cours. Il y avait 3, 4 qui étaient restés en cours. Et j'ai voulu leur donner un bonus. J'ai dit, vous êtes restés en cours, je vous donne un bonus, c'est le dernier cours. Ils ont refusé le bonus. Et je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas de bonus? Il fait parce que ce qui nous avantage, nous, désavantage les autres indirectement, on ne veut pas les désavantager. Ils ont refusé ce bonus, ce que je n'avais jamais vu de ma vie et j'ai trouvé ça assez impressionnant. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre, ça a dû me marquer. Et en fait, je me suis dit, si tous les profs statutaires, non statutaires,
enseignants du secondaire qui donnent des cours en plus, vacataires, si tout le monde s'était dit à un moment, il faut en finir avec ça, c'est pas possible, ben, bien sûr que la bataille aurait été gagnée. Mais nous n'arrivons pas à être unis dans le corps professoral comme mes étudiants de la suite des travailleurs sociaux. Et donc, au final, on ne se fait pas entendre. Alors j'en viens à la dernière question que je voulais vous poser avant de donner la parole à Matteo Jung. Qu'en est-il de vous? Comment avez-vous réussi à échapper à cette condition que vous décrivez dans le vacataire? Parce que vous montrez très bien dans votre texte cette espèce de cycle infernal du vacatariat, mais le récit néanmoins s'interrompt, d'ailleurs c'est tout à fait logique avec le parti pris narratif de ce dernier, avant votre propre émancipation. Comment a-t-elle eu lieu? Pensez-vous à l'écriture peut-être d'une trilogie qui serait pareille à celle de Jules Vallès? Une trilogie où on pourrait imaginer que le vacataire occuperait la place centrale entre un enfant d'une part et peut-être l'insurgé qui viendrait finir la trilogie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, en fait, moi j'ai eu de la chance parce que je suis dans une matière où il y avait des écoles de commerce. Donc il y a le secteur public, la fac d'éco, il y avait des écoles de commerce qui donnent des cours majoritairement d'économie et de gestion. Et les écoles de commerce ont eu besoin, pour avoir des grades master, pour avoir des reconnaissances de grandes écoles, de recruter des docteurs. Et donc, beaucoup de mes confrères vacataires docteurs ont été recrutés. Et à un moment, ils m'ont dit, il y a un poste pour toi dans une école de commerce, viens. Et j'ai été recruté dans le secteur privé. Donc, c'est le secteur privé m'a clairement sauvé des vacations. Et mon école a recruté une vingtaine à l'époque de docteurs dans mon cas. Voilà. Qui étaient en plus, alors, ironie du sort, hein, qui étaient souvent des docteurs de laboratoires dits hétérodoxes, etc., qui avaient du mal à se placer à l'université, qui ont été recrutés dans le secteur privé en école de commerce. Donc, c'est à partir de là, 2011, que j'ai eu un CDI dans cette école de commerce dans laquelle j'enseigne toujours et que j'ai pu après avoir un poste d'enseignant-chercheur et avoir du temps, c'est-à-dire j'ai réduit mes heures de cours à ce que l'on a dans le supérieur, c'est-à-dire 6 heures de cours par semaine et une activité de recherche, de publication que j'ai pu mettre en place, de publication académique que j'ai pu mettre en place à partir de 2011. Ce qui a radicalement changé ma vie puisque j'ai pu publier, écrire des livres, avoir du temps à me consacrer pour les médias et donner mes cours. Donc avoir un statut qui m'a permis voilà, de pouvoir me projeter dans l'avenir, ce que je ne pouvais pas quand j'étais vacataire. Oui, notamment c'est ça qui est réussi dans votre texte, d'ailleurs je crois qu'on en reparlera avec Matteo, mais le rapport au temps. On voit toujours le temps du vacataire, c'est un temps qui est toujours un temps de l'urgence, qui est un temps scindé, et où précisément la perspective d'avenir est quasiment absente, puisque le système lui-même ne vous permet pas d'en avoir une. Oui, en fait, vous faites vos cours. Après, il y a la temporalité du moment où vous allez être payé. Et puis, il y a la projection sur les cours que vous allez avoir l'année d'après. Parce que vous arrêtez de travailler en juin, vous attendez votre salaire souvent pour pouvoir un peu partir en vacances ou faire quelque chose, et puis vous reprenez en septembre. Mais en septembre, vous n'êtes pas assuré d'avoir totalement. Alors, vous demandez, je vais prendre 3 cours dans telle matière, 5 cours dans telle matière, tant de télé dans telle matière, mais vous n'êtes jamais assuré à 100% d'avoir les cours que vous voulez. Donc, vous avez en fait, vous vivez sur un semestre, en réalité. Sur un semestre, puis après, il y a l'autre semestre à préparer, puis après, il y a celui d'après, puis après, il y a est-ce que je vais toucher l'argent en mars ou en avril? Est-ce que je vais la toucher en septembre ou en fin juillet? Parce que vous êtes payé 2 fois par an. Donc, vous êtes constamment dépendant de la volonté finalement d'autrui. Vous devez juste être libre, mais vous êtes sur le paiement. Est-ce que la fac va vous payer en temps et en heure? Ça ne dépend pas de vous. Est-ce que vous allez avoir le même nombre d'heures de cours? Ça ne dépend pas de vous. Et parfois, vous avez des. Moi, je me souviens qu'on m'avait confié un cours en amphi que j'adorais, un cours d'économie internationale que j'adorais en amphi. On me l'a donné 5 ans, je crois. Et puis un jour, un statutaire a dit je le veux et on me l'a retiré tout de suite. Et j'ai dit mais j'adore ce cours, c'est moi qui l'ai repris. On m'a dit mais la règle c'est que le statutaire le prend et que tu dois le laisser. Voilà, donc vous êtes une variable d'ajustement. Les privilèges, toujours, n'est-ce pas, qui déterminent les parcours individuels. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions de Matteo. Matteo, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, merci Monsieur Hoffman, merci Monsieur Porcher, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc oui, nous parlions du temps ensemble comme, en fait c'est quelque chose qui est au cœur de votre livre, hein, la question du temps. Donc vos chapitres sont rythmés
presque dans il y a une forme de précipitation en fait dans la manière dont vos chapitres sont rythmés. On sent vraiment l'urgence en fait qui structure la vie du vacataire. Vraiment son présent l'écrase, son futur se dissout en fait. Et je me demandais si on pouvait dire que l'absence de maîtrise du temps était peut-être un des instruments de domination utilisés par les institutions universitaires pour écraser le vacataire, quelque part le dominer. C'était ma question. Alors, je ne pense pas que ce soit voulu. Je ne pense pas que ce soit voulu comme quelque chose pour soumettre un individu et qu'il soit corvéable à merci. Ça, je ne pense pas. Mais dans les faits, c'est ce qui se passe, effectivement. Les contrats signés à droite à gauche, alors, les besoins de l'université et le fait qu'il n'y ait pas les profs en face, pas à cause de l'université, mais à cause de choix politiques, notamment de choix budgétaires, d'économie, fait que vous avez au milieu besoin de ces vacataires-là. Et à partir du moment où vous avez besoin de ces vacataires-là, vous les enfermez indirectement, sans que ce soit voulu, hein, indirectement, dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire dans ces contraintes de temps qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Et oui, c'est très compliqué. Mais je pense que ce n'est pas voulu par l'université et pas choisi de fait par l'université pour soumettre, comme peut-être un grand patron pourrait le faire avec des employés pour les exploiter. C'est l'addition d'un manque de moyens et d'une volonté que beaucoup de gens aient des diplômes sans mettre les moyens devant. Et donc, vous avez besoin de cette main-d'œuvre qui se trouve là. Donc, c'est plutôt plusieurs conditions qui amènent à ça qu'une volonté propre d'un dirigeant au-dessus qui voudrait absolument que les profs soient mis de cette façon-là, enfermés dans la contrainte de temps. D'accord. Aussi, dans votre livre, vous désolez de l'absence de certains critères dans les classements mondiaux universitaires, notamment le bien-être de la communauté universitaire, la qualité pédagogique des enseignements ou la diversité intellectuelle des cours proposés. Et ma question pour vous, c'était, dans une course au classement où pour beaucoup d'universités, c'est déjà peut-être perdu d'avance, est-ce que il y a des possibilités qui existent pour se démarquer différemment ou pour penser une université nouvelle? Moi, et là je le dis à un moment dans le livre, je dis quand même tout mon amour que j'ai eu pour l'université. D'ailleurs, quand j'enseigne à Tolbiac, le chapitre s'appelle Plaisir d'enseigner. Et là, je raconte tous les profs que j'ai rencontrés à l'université. Et c'est vrai, ce que j'aimais, moi, dans l'université française, qui était de fait au départ en dehors des classements, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas soumis à des classements, avec des objectifs tout le temps de publication, des objectifs de recrutement d'étudiants, etc. Je trouvais que ce qui était intéressant dans l'université, c'est qu'elle transmettait des savoirs. Et le savoir, c'est pas quelque chose forcément qui va être adaptable au secteur privé ou qui va être adaptable et se transformer en publication académique pour monter dans les critères de Shanghai. C'est juste une connaissance. Et moi, ce que j'aimais à l'université, ce que j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai voulu être prof, c'est pour ça que j'explique dedans, et c'est que j'adorais le temps long de l'université et j'adorais le savoir qu'elle transmettait. Et en fait, il y a quelque chose qui n'est pas forcément adaptable, qui est le savoir intellectuel et que je trouvais au-dessus. Et je trouve qu'aujourd'hui, les classements ont tué un peu ça. Parce que toutes les universités sont derrière ces types de classements. Ça amène à une pensée, moi, je trouve assez unique, parce qu'on doit toujours, finalement, produire des articles qui vont être validés dans telle revue, à tel rythme, etc. Alors qu'il y a une époque, on avait des intellectuels français qui pensaient différemment des intellectuels américains, qui pensaient différemment des intellectuels italiens ou des intellectuels japonais ou coréens. Et c'était ça la vraie richesse. Aujourd'hui, en économie, les grands profs italiens, les grands profs français, les grands profs américains travaillent de la même façon. Travaillent de la même façon sur des données, etc. Il y a de moins en moins de pensée alternative. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que c'était ça qui faisait qu'il y avait il y avait une pensée un peu différente et qu'il y avait des choses enrichissantes. Aujourd'hui, il y a une uniformisation à haut niveau de la science, en tous les cas économiques. Voilà. Oui, c'est vrai que les classements ont peut-être contribué à un peu mettre toutes les universités dans la même direction, on va dire, pour être compétitives en tout cas.
Et je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Il y a aussi à de nombreuses reprises, vous critiquez le mandarinat, un concept que je connaissais pas avant. Donc c'est une sorte de despotisme insidieux qui s'établit entre les différents corps enseignants à l'université. Donc vous citez par exemple Madame Collin ou Monsieur Trubert, donc de serviles autocrates, des décisionnaires assez arrogants et qui ont un impact émotionnel concret en fait sur vos émotions, sur votre santé mentale en tant que vacataire, mais aussi en tant qu'étudiant. Et vous citez en fait Sartre à la suite, vous dites, voilà, le grand professeur, c'est celui qui n'a jamais tort, et s'il a tort, c'est en fait la réalité qui se trompe. Comment vous voyez la relation professeur-étudiant? Est-ce qu'elle est déséquilibrée par nature? Est-ce que finalement il y a une forme de vassalité qui est inéluctable dans cette relation? Quel regard portez-vous sur la relation prof-étudiant? Bon, c'est vrai qu'à l'université, alors je pense que c'est moins le cas maintenant, mais c'est vrai qu'à mon époque, il y avait des mandarins, c'est-à-dire des grands professeurs qui connaissaient la fac par cœur, qui avaient réussi à monter, qui avaient réussi à placer leurs doctorants et qui avaient une importance vraiment qui était euh, presque des demi-dieux, qu'on ne pouvait pas contredire dans les séminaires. Voilà, il y avait tout un truc comme ça autour des grands profs et je raconte des histoires, voilà, je raconte Trubert, alors j'ai mis un peu d'humour dedans, mais voilà, c'est ce prof qui a changé plusieurs fois d'avis, mais qui ne se trompe jamais, qui a placé ses doctorants, enfin, qui connaît l'univers de la fac partout et qui, quelque part, en dehors de la fac, n'est pas celui qu'il est à la fac. C'est-à-dire qu'en dehors de la fac, il aimerait avoir une importance énorme et il n'arrive pas à l'avoir, et il ne l'a que dans la fac. Alors, je ne sais pas si, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que, et ça c'est peut-être le bon côté des classements internationaux, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait de vous un bon prof, c'est votre statut, certes, mais c'est aussi ce que vous produisez en termes de publication. Et donc, vous avez parfois des jeunes d'une trentaine d'années qui vont être peut-être maîtres de conférences et pas encore professeurs des universités, mais qui vont avoir une activité de recherche très moderne, très dynamique, et qui vont avoir une importance forte. Donc, le mandarinat, avec la concurrence, c'est un petit peu affaissé à mon avis. À mon avis, hein, parce que je ne suis plus à l'université autant qu'avant, mais à mon époque, elle existait très fortement. Et il fallait. Mais alors, quand vous arrivez, vous ne connaissez pas les codes. Vous allez choisir. Moi, j'ai choisi un prof qui était très sympathique, que j'adorais, qui était très gentil, mais qui n'était pas un mandarin. Donc, qui ne pouvait pas me garantir le même avenir que si j'avais choisi un mandarin et que le mandarin m'avait pris sous son aile. Donc, on voit bien voilà, qu'il y a une époque, votre directeur de thèse, c'était en fait votre meilleure assurance pour avoir un avenir. Voilà. Pour finir notre conversation, si vous voulez bien, j'aimerais revenir un petit peu par là où nous avons commencé et évoquer un petit peu avec vous les modèles peut-être plus littéraires que vous avez eus pour ce texte. Puisque c'est un texte, vous l'avez dit, autobiographique, c'est un récit à la première personne, c'est un récit où parfois vous vous mettez un petit peu à nu, vous prenez des risques, un petit peu comme dans L'Âge d'homme, où il y a cette vision de l'autobiographie comme une pratique de la tauromachie où on se met en danger. Si vous pouvez parler un petit peu pour nous, s'il vous plaît, justement de ces modèles littéraires qui ont peut-être pu vous guider dans votre pratique d'écriture. Alors, moi, ce que vraiment, ce qui a été très dur, encore une fois, c'est surtout de raconter la relation amoureuse et tout. Ce qui a été dur, c'était de s'ouvrir et de raconter des sentiments dont on est peu fier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec ce sentiment que j'avais avec ce prof, de vouloir lui montrer que moi, j'avais un doctorat malgré tout. Le sentiment amoureux, où on se sent dévalorisé face à quelqu'un qui commence à avoir une carrière où elle réussit et vous stagnez, ce qui est très difficile en fait, et que vous n'arrivez pas à voir l'avenir, alors que là, tout d'un coup, voilà, la personne s'en va. Et puis, ce qui a été difficile aussi, c'est de raconter aussi les sentiments d'échec que l'on a et de dévalorisation de soi-même. Alors, moi, j'ai pas une grande expérience littéraire, j'ai pas écrit de roman, même si j'en lis un petit peu, mais j'ai pas du tout votre connaissance sur les romans et les textes français. Donc, j'ai essayé vraiment bah, de me dire, alors, de sortir un peu de moi-même en me disant que c'était pas de moi dont je parlais
et essayer de me mettre à la place d'un lecteur et de me dire, voilà, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui pourrait te toucher, toi, en tant que lecteur, et de quelle manière tu aimerais qu'on te le présente. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de travailler avec mes deux éditrices. L'important était pour moi quand même comme je l'ai dit au départ, si on allait dans ce texte-là, de le faire à fond. On ne pouvait pas le faire qu'à moitié. Donc, on ne pouvait pas raconter que quelque chose, qu'une histoire budgétaire de la maltraitance des facs. Voilà. De dire, voilà, au fond, on n'a pas mis les bons moyens, même si c'est ce que je dis à la fin. Il fallait le raconter de manière un peu plus personnalisée. Mais ça a été compliqué. Ça a été très, très compliqué. Et le texte, on a fait beaucoup d'allers-retours avec mes éditrices où elles m'ont dit creuse ce point-là, creuse ce point-là. Elles m'ont dit aussi d'enlever parfois certains points où elles trouvaient que ça allait trop loin et qu'on sortait quand même de l'essai. C'était trop autobiographique. Donc il y a une partie qu'on a retirée et puis on est arrivé à peu près à cet équilibre. Et je trouve ça très sympathique que vous ayez apprécié le texte parce que c'était quand même pas évident. On est tous les deux professeurs, c'était quand même pas évident de se dévoiler de cette façon-là. Oui, et puis moi, très personnellement, je pense que c'est aussi la lecture qu'a eu Mathéo, je l'ai vraiment lu comme un récit, je l'ai lu comme une œuvre littéraire, je ne l'ai pas lu comme un essai ou un pamphlet. Voilà, moi, les évocations littéraires que j'ai eues, c'est un petit peu Rousseau, à l'intérieur et sous la peau, dit-il, au commencement des Confessions, la révélation intégrale de soi-même. Je disais l'âge d'homme, enfin, c'est plutôt dans cette tradition-là du récit autobiographique, dans toute sa vulnérabilité, que j'ai lu votre texte avec d'ailleurs grand plaisir. Alors merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, Thomas Porcher, c'était une vraie joie de discuter avec vous de ce texte, paru aux éditions du Stock, le Vacataire, que nous montrons tous les deux fièrement. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous aurons très bientôt la joie de nous entretenir avec Nicolas Valazza qui viendra parler prochainement de son essai Le Livre enflammé, fiction et poétique de l'autodafé, paru en 2024 aux éditions Hermann. En attendant cette prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press.